Bien, merci de me donner la parole et de présenter un petit peu nos activités. Donc, le CRM est un centre de ressources qui a été créé d'ailleurs par Moveo. Notre rôle est de faire une veille permanente sur les besoins des personnes qui ont des besoins spécifiques et qui ne trouvent pas actuellement de réponse en solution de mobilité sur les services ou les systèmes, véhicules qui peuvent exister. Et ça représente un enjeu majeur sociétal actuellement, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une société vieillissante, donc on va avoir de plus en plus de personnes âgées. Et aussi, on a un développement de certaines maladies chroniques qui fait qu'on a des personnes qui ont des besoins particuliers en termes de déplacement et qui ne peuvent plus se servir forcément d'un véhicule automobile. Et le choix de la société, c'est de permettre à ces personnes de rester à domicile, et c'est le souhait de ces personnes aussi. Le seul problème, c'est que si on est à domicile et qu'on n'est pas autonome en termes de déplacement, eh bien, il faut trouver des solutions, parce que sinon, il va falloir amener tous les services à ces personnes à domicile, et ça, les collectivités actuellement ne peuvent plus. On a une saturation et des problèmes économiques, vous les connaissez. Donc, c'est pour ça que probablement, le véhicule autonome, notamment, peut constituer un enjeu essentiel dans un apport de solutions pour ces populations-là. Alors le CRM, on est une petite équipe, on intervient en accompagnement des industriels sur des process de conception, donc on intervient très tôt sur la conception pour que l'industriel, l'entreprise prenne en compte les besoins de ces publics particuliers. Et c'est pour ça que nous sommes aussi un Living Lab, c'est-à-dire qu'on accompagne la conception en intégrant l'utilisateur dans la boucle de conception dès l'idée le plus tôt possible et le mieux afin d'intégrer ses besoins. Alors je vais balayer, bon, en 10 minutes c'est un peu rapide parce que le problème est complexe. On parle d'une population importante, parce qu'on a toujours tendance à dire que le handicap, les personnes âgées, c'est un détail. Mais quand on regarde les courbes de l'évolution démographique, on se rend compte que ce n'est pas un petit détail, et puis surtout qu'il va falloir financer, d'autant plus qu'on va probablement vers une retraite à 65 ans, ce qui veut dire que vos salariés dans les entreprises vont avoir des personnes à charge, des parents à charge de plus en plus âgés, et ils ne pourront pas être à leur côté. Donc il va falloir trouver aussi des solutions pour remplacer ces aidants naturels que bientôt l'on n'aura plus. Alors, j'ai balayé par des types de déficiences, parce que je pense que c'est ce qui peut le plus parler. Alors, dans ce qu'on appelle les déficiences motrices, c'est-à-dire toute atteinte du système locomoteur qui fait qu'on ne va pas pouvoir utiliser des interfaces comme le volant ou les pédales, on a des adaptations du véhicule. Donc, en quoi les ADAS peuvent être intéressantes? Alors, sur ces technologies qui concernent quand même des cas assez spécifiques. Là, on n'est pas forcément sur une population énorme, ce qui fait que les constructeurs automobiles ne s'intéressent pas vraiment à ces questions, parce que ça ne représente pas un marché assez important. Mais il y a des opérateurs qui interviennent en seconde monte pour monter des adaptations. Et donc, les ADAS, ça pourrait être très intéressant pour certaines adaptations, parce que, par exemple, nous, on fait conduire des personnes avec des joysticks. Conduire un véhicule sur l'autoroute à 130 à l'heure avec un joystick, ça peut être parfois un peu compliqué. Donc on voit bien que les ADAS pourraient avoir un certain intérêt sur le maintien dans la voie, le changement de fil, etc. Ça, c'est plutôt le côté positif. Le côté un peu négatif, c'est que, comme je vous disais, les industriels, enfin les entreprises, les petites entreprises qui interviennent, qui font ces adaptations, font de la seconde monte. J'ai peur quand même qu'elles soient un peu en difficulté pour faire ces adaptations avec des véhicules bourrés d'électronique et d'informatique que vont être les véhicules. Donc là, il y a peut-être une question, et c'est peut-être aussi la responsabilité sociale des entreprises, notamment des grandes entreprises, de réfléchir à l'interaction qu'ils peuvent avoir avec ces entreprises, d'autant que ce n'est pas un si petit marché que ça. Il y a de très belles PME, mais en Allemagne, pas en France. Donc il y a peut-être un marché pour des PME à conquérir à ce niveau-là. Sur les déficiences sensorielles, bon, là j'ai insisté un petit peu sur la vue, parce que c'est, chez les personnes âgées, c'est le premier facteur qui fait que la personne va arrêter de conduire. Parce qu'en fait, la vision pose des problèmes, surtout la vision nocturne. Donc là, tout ce qui va pouvoir amener de l'information complémentaire, qui va favoriser la conduite, notamment en vision nocturne, c'est ça qui est le plus souvent touché en premier, peut être intéressant. Et là, on touche une masse de public extrêmement importante. Alors, mais de loin le plus complexe, c'est tout ce qui va toucher le cognitif, en fait. Parce que on sait que la population va être de plus en plus importante, parce que, hélas, enfin, c'est comme ça,
quand on vieillit, on a un petit peu moins de performance cognitive, donc on va être un petit peu moins bon en traitement de l'information, en vitesse de traitement de l'information, on peut avoir des problèmes attentionnels. Et donc, du coup, on se retrouve avec des populations qui vont avoir des difficultés à conduire. Et c'est probablement une des premières causes d'accidentalité pour les personnes âgées, notamment, puisque l'accident typique des personnes âgées, c'est 2 jours, un carrefour, 2 véhicules impliqués, parce que la situation de tourne à gauche, par exemple, est complexe d'un point de vue cognitif. On a beaucoup d'informations à traiter et la prise de décision peut être complexe. Alors, si on prend l'intérêt des ADAS pour ces populations-là, en fait, on sait que la conduite, c'est une activité, surtout si on parle de personnes âgées ou de personnes qui ont une maladie chronique, vous savez, Alzheimer, Parkinson, toutes ces joyeusetés qui arrivent plutôt autour de 50 ans. On sait que la conduite, c'est une activité qui est fortement automatisée, parce qu'on a beaucoup conduit, donc qui fait appel à ce qu'on appelle la mémoire procédurale, qui permet de continuer à conduire, même si on a des atteintes cognitives qui font qu'on a une altération des fonctions attentionnelles, par exemple. Donc l'attention, c'est tout ce qui vous permet de porter attention sur tout ce qui se passe. Donc on imagine bien qu'en voiture, c'est important. La vitesse de traitement de l'information aussi va être altérée. Donc du coup, les ADAS, quel intérêt? Alors l'intérêt, ça va être de soulager, en fait, diminuer le volume d'attention que la personne a utilisé pour conduire, en peut-être déléguant certaines tâches au véhicule, ce qui va diminuer la charge mentale pour la personne et lui permettre de continuer à conduire, même avec un niveau d'attention qui est plus faible qu'un jeune de 25 ans, qui lui aussi peut se tuer, mais pour d'autres raisons. Par contre, à l'inverse, la conduite faisant appel à des procédures, à des automatismes, chaque fois que vous allez introduire quelque chose de nouveau, vous allez perturber ça. Donc ça veut dire apprentissage. Et quand on a passé un certain âge, ces procédures d'apprentissage risquent de devenir complexes. Un bon exemple, par exemple, est le GPS, c'est-à-dire que est-ce qu'on est bien certain que l'information donnée par le GPS, lorsqu'on doit changer de voie au niveau d'un nœud d'autoroute, par exemple, est-ce qu'on est bien certain que l'information arrive au bon moment et en fait ne fait pas plus perturber le conducteur que l'aider? Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça? Donc, nous, on pense qu'il y a vraiment une réflexion sur cette interaction qu'on va avoir entre le conducteur et ses aides à la conduite, qui doivent être, du point de vue ergonomique, fortement pensées pour ne pas entraîner de surcharge cognitive. Alors, le véhicule autonome, maintenant, pourquoi c'est un enjeu? Parce qu'actuellement, on est complètement à saturation pour ces personnes et les collectivités en fait, n'arrivent pas à répondre aux besoins de mobilité. Sur le petit graphique à gauche, on s'aperçoit, bon, c'est pas très net, mais en gros, on s'aperçoit que quand on arrive à 75 ans et plus, le moyen de déplacement qui va devenir prépondérant, c'est la marche. Ce qui est assez paradoxal. Moins on peut marcher, plus le moyen important de déplacement, c'est la marche. Donc, en fait, ce qui se traduit par une réduction des déplacements de la personne, un maintien à domicile. Et donc, les collectivités ont essayé de mettre en place des solutions de services de type transport à la demande. Mais on voit là, sur le graphique de gauche, c'est le transport dans le Val-de-Marne. C'est PAM, je ne sais pas si vous connaissez PAM, qui est un service qui transporte des personnes en fauteuil roulant. Donc, il s'adresse uniquement à des personnes qui ont un handicap supérieur à 80%, c'est-à-dire des gens qui sont quand même très handicapés. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte des gens qui ont des difficultés de déplacement, qui n'arrivent pas à se déplacer, mais qui ne sont pas éligibles à ces services. Et bien, malgré ça, vous voyez en jaune, c'est les refus de transport de PAM pour ces populations-là, en notant que c'est surtout sur les personnes âgées. Donc, on est à une saturation de services. C'est un service en plus qui coûte très cher. Vraiment très cher par rapport même au transport en commun. Donc il y a un enjeu majeur économique pour les collectivités pour traiter le problème de mobilité de ces publics-là. J'ai fini. Donc on voit bien que le véhicule autonome, en milieu rural, en milieu périurbain, surtout, on n'a pas la densité des transports en commun de la ville, est un enjeu majeur. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va poser comme problème ?
Tiens, j'ai 2 photos qui ont disparu, c'est pas grave. Euh, comment vous allez créer un véhicule autonome? Donc probablement, on peut imaginer qu'il va y avoir des services de type transport en commun adapté, c'est-à-dire qu'on va avoir des navettes, des véhicules qu'on pourra commander par téléphone. Nous, on rêve, hein, j'espère que vous allez nous le faire. Le problème, c'est que le client de ces véhicules, il va avoir des besoins spécifiques. Comment est-ce qu'il va interagir avec ces besoins, avec ces véhicules? Donc comment vous allez définir les interfaces homme-machine? Si c'est une personne aveugle qui doit interagir avec votre véhicule, comment il va le repérer sur la route? Comment il va interagir avec le système? Comment il va indiquer où il veut aller? C'est assez simple, parce que reconnaissance vocale, sauf qu'il peut être aussi aveugle et muet, ça arrive. Enfin bon, on va pas complexifier. Mais là, je vous fais un petit exercice qui, en fait, est un exercice de conception universelle. Et c'est peut-être là qu'on peut vous accompagner, parce que on sait que ces personnes vont avoir des besoins très particuliers, qui vont poser des problèmes en termes de conception d'interface homme-machine notamment, mais aussi d'interaction de services, qui, si on les résout, vont certainement beaucoup simplifier l'utilisation des dispositifs par des gens qui n'ont pas de problème particulier. Il y a des dispositifs, notamment en informatique, on voit que, je ne citerai pas de nom pour faire de la publicité, mais on voit qu'il y a des équipes d'ergonomes qui ont travaillé sur le système, et du coup, le dispositif est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, on propose une approche qui associe design thinking. Donc, on a un partenariat avec une agence de design qui travaille vraiment sur cette notion-là, mais auquel on va rajouter, nous, la notion de design for all, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut créer un service et un produit, on va s'interroger avec lui sur les solutions qu'il va apporter pour l'ensemble de la population. Et on est persuadé, d'ailleurs il y a eu une conférence à la Maison Blanche la semaine dernière, on est persuadé que c'est probablement une méthode de conception des plus puissantes pour faire de l'innovation de rupture, pour faire émerger des idées qu'on n'en aurait pas eu si on n'avait pas traité ces problèmes. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, je ne peux pas rester cette matinée, mais je pense que vous pouvez avoir mes contacts facilement si vous voulez avoir des informations sur ce qu'on fait. Merci, Monsieur Dumas.